Bonjour, nous voilà de retour à Bulle en tête pour votre podcast BD préféré, Trait pour Trait, que vous pouvez bien sûr voir sur Watch, sur BD Zoom, sur le site internet de traitpourtrait-bd.fr où vous avez toutes les infos, téléchargez les podcasts et vous abonnez à la chaîne YouTube, n'est-ce pas Laurent ? Ah oui, tout à fait, c'est très bien dit. Christophe, bonjour. Une nouvelle émission, très sympathique. Ça va faire mal aujourd'hui. Fumant. Émission fumante. J'ai l'honneur de recevoir deux vieux de la vieille de la bande dessinée, on va dire ça comme ça, qui travaillent depuis quelques années quand même. Pierre Boisserie, d'abord scénariste, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour, et Stéphane Brongier, dessinateur. Bonjour. Bonjour, et tous les deux s'étaient déjà retrouvés pour un épisode d'aventure financière autour de la série La Banque que Pierre avait élaboré avec Philippe Guillaume, et cet épisode-là, donc, qui était plus particulièrement consacré à 1882-1914, voilà, avait été dessiné par Stéphane. Il y a combien de volumes Il y a eu 6 tomes. Voilà, donc ça, c'est le dernier. Ça, c'est le dernier. Stéphane a dessiné le 5 et le 6, et ça c'est le dernier. Le 5 et le 6, d'accord. Et ça c'est le dernier. Exactement. Et la série est terminée. Pour l'instant. C'est l'histoire de la banque à travers les âges depuis Waterloo, c'est ça ? Voilà, de 1815 à 1914, en suivant 3 générations successives. Donc c'est publié ça aux éditions d'Argo, les éditions d'Argo qui récidivent en vous donnant votre chance, autour d'un ouvrage qui s'appelle Cigarette. Alors moi ça va, j'ai arrêté de fumer. Mais toi pas, je crois. Ça vient, c'est-à-dire qu'après, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, je l'ai lu hier et c'est vrai que je vais me motiver. Alors déjà, comment vous est venue cette idée de faire un album autour de la cigarette ? On a quelques références en tête, on a le film qui s'appelait Thank You for Smoking, je crois, qui traitait d'un VRP. Oui, d'un VRP qui joue à peu près le même rôle que Mister Nico dans notre album. Voilà. Et puis il y avait eu le film Révélation de Michael Mann avec Russell Crowe et Al Pacino. Et ensuite, donc votre révélation à vous, elle vient d'où alors ? Alors, elle vient d'un article que j'avais lu dans, je crois, le Huffington Post, mais j'en suis pas sûr, sur un bouquin de Robert Proctor, qui est un universitaire américain, qui a fait un bouquin qui s'appelle Golden Holocaust, et qui traitait du sujet de façon tout à fait exhaustive et, ma foi, assez fort peu digeste. Toujours est-il qu'en lisant l'article, qui est un bon article de fond, le lendemain même, je vais chez Dargaud, et je retrouve Philippe Osterman, qui était alors directeur éditorial, et qui venait de se remettre à fumer. Je lui dis, c'est ballot, parce que j'ai lu un article ce matin disant ça, ça et ça. Il me dit, mais tu sais, c'est un super sujet, tu devrais creuser ça. Et puis j'ai creusé, et puis voilà, on est parti là-dessus, on a élaboré le projet ensemble. Mon indéfectible compagnon Stéphane est venu avec nous sur ce projet. Et puis c'était parti pour 2 ans de boulot. Mais alors déjà mettons les choses au point, vous fumez ou pas ? Non, moi j'ai jamais fumé de façon régulière. J'ai un tout petit peu fumé à l'époque où je faisais Fleur des Luna, obligation professionnelle, j'ai fumé un cigare. Mais c'est tout, voilà. Et Stéphane ? Moi j'ai arrêté de commencer en fait. Oui. Ah oui. Ouais, j'ai une chance, c'est que j'ai commencé, mais de façon épisodique. J'ai jamais été un fumeur régulier, addictif, et j'ai commencé très tard, à une époque de ma vie un peu compliquée, vers l'âge de 30 ans. Puis finalement, au fur et à mesure, j'ai totalement arrêté, parce que ça voulait plus rien dire du tout. Votre ouvrage s'appelle Cigarette, ce qu'on apprend déjà. Alors, il faut savoir qu'on suit en fait une espèce de professeur qui raconte un petit peu l'histoire du tabac, et on voit que la cigarette, finalement, ça arrive pas tout de suite. Hein. Ah non, c'est, on va dire, une invention, on va dire plutôt une pratique qui est assez récente finalement dans l'histoire du monde. Bon, le tabac a été ramené en Europe par Christophe Colomb et ses hommes au moment de la découverte de l'Amérique. Et au début, ça a servi surtout comme plante décorative, puis ça a servi à priser et à chiquer. Et puis petit à petit, on s'est mis à le fumer, et la cigarette n'existe vraiment que depuis le 19e siècle. Ça sentait mauvais tout de suite, hein ? Ah oui, ça sentait mauvais tout de suite, c'est-à-dire que tout de suite, il y a eu des luttes infernales dans pas mal de pays contre la cigarette, alors pas pour des raisons de santé, mais pour des raisons d'hygiène et de comportement, c'est-à-dire que les gens qui fumaient étaient considérés comme des dépravés. Donc voilà, il y a eu des interdictions papales, un empereur chinois qui voulait décapiter les gens qui fumaient. Des excommunications. Et des excommunications carrément pour les fumeurs.
Ah non, il y a une répression, vous expliquez dans le début de l'histoire, qui est terrible. Oui, même avant la Première Guerre mondiale, pardon, il y a eu pas mal d'États américains qui avaient interdit de fumer la cigarette, mais une fois de plus pour des raisons comportementales uniquement. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait les raisons de santé sont arrivées tard, en gros, après la Seconde Guerre. On a commencé à chercher et à trouver des raisons de la nocivité de la cigarette en tant que telle, parce qu'effectivement avant c'était surtout considéré comme dégueulasse, parce que quand tu chies, tu recraches, quand tu prises, t'éternues partout, enfin vraiment c'était une pratique socialement pas acceptée évidemment. Mais alors quand arrive la cigarette, finalement on se rend compte aujourd'hui, enfin si j'essaie de résumer, qu'on vend légalement du poison. Oui, bah c'est ça. C'est même plus que du poison, c'est une drogue. Le professeur Martinet, avec qui on a travaillé du CHU de Nancy, qui est le directeur du CNCT, le comité de lutte contre le tabagisme, qualifie même la cigarette, et donc la nicotine, puisque c'est ça le produit, de drogue dure. Parce que c'est une drogue qui est biologiquement plus efficace que toutes les autres drogues présentes sur le marché. C'est la drogue qui monte le plus rapidement au cerveau. C'est ça, c'est un psychoactif qui crée l'addictivité tout de suite, c'est la définition même d'une drogue. Et il y a d'autres choses en plus. Et il y a d'autres choses. Alors après, la nicotine, c'est le produit qui est finalement... Il y a du goudron au départ. Quoi. Oui. Non, mais la nicotine, c'est finalement, officieusement, le produit qui est vendu par les cigarettiers, puisque c'est le produit qui crée l'addiction. Donc leur produit à eux, c'est pas la cigarette, c'est pas le tabac, c'est la nicotine, ce qu'ils vendent, pour rendre leurs consommateurs accros et les pousser à consommer de plus en plus. Alors après, il y a tout un tas de saloperies dans les cigarettes, qui se trouvent soit de façon naturelle dans le tabac, soit qui ont été ajoutées par les cigarettiers pour renforcer cet effet de dépendance. Et c'est là que vient le problème, parce qu'il y a plus de 2000 substances. 2000 Oui. Et qui, lorsqu'elles sont brûlées et mélangées en brûlant, posent des problèmes biologiques extrêmement graves. Voilà. Oui, parce que alors, vous vous rappelez le nombre de morts, effectivement. Oui, en France, c'est 75 000 morts par an. Donc, on dit toujours la taille d'une ville comme La Rochelle, bien que La Rochelle soit une très jolie ville qu'on n'aimerait pas voir supprimée. Mais voilà, et au XXe siècle, il y a eu 100 millions de morts dans le monde. Et au XXIe siècle, il y en aura probablement pas loin d'1 milliard. En même temps, parce qu'il faut bien quelqu'un pour faire l'avocat du diable, je vais essayer. Si les associations peuvent ne pas me contacter après l'émission. Mais tout le monde ne meurt pas de la cigarette. C'est 1 sur 2 à peu près. Un peu plus d'1 sur 2, oui. Hein, c'est enfin, ça a quand même un sacré coup de poker. C'est un pile ou face, quoi. Oui, voilà. Oui. Hein. C'est ce que vous mettez. Et puis, sans même sans considérer qu'un consommateur sur 2 va mourir, il faut compter aussi les maladies cardiovasculaires, et le coût social de la cigarette, les bronchopneumopathies, l'emphysème, toutes ces choses-là qui te rendent la vie infernale, quoi. Et alors, vous, Stéphane, pourquoi est-ce que vous avez suivi votre petit camarade dans cette histoire ? Parce qu'il me l'a bien pitché, comme d'habitude. Et moi, il m'a pitché l'idée de Mr. Nico, le personnage qui accompagne le narrateur, en faisant un personnage cynique qui, en fait, symbolise l'industrie de la cigarette et les cigarettiers, et raconte, j'allais dire à cœur ouvert, sans filtre pour le coup, c'est vrai, c'est-à-dire sans aucun état d'âme, toutes les saloperies qui sont contenues dans la cigarette, mais pas seulement, toutes les technologies ultra avancées en termes de marketing, de communication, juridique, le lobbying, etc. Et je me suis dit, effectivement, oui, c'est comme ça qu'il faut le faire. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on rend potentiellement la lecture fun, quoi. Il faut être aussi un peu accro à l'humour noir, parce que c'est un personnage qui est d'un cynisme échevelé. Mais c'est ce biais-là que je trouve intéressant, parce que l'idée, c'est justement de ne pas faire la morale aux fumeurs, de ne pas leur dire que c'est pas bien de fumer, ça sert à rien, ils le savent déjà. Ils le savent tous, oui. Ils le savent tous, mais par contre, on leur explique, Pierre dit souvent, pourquoi ils fument, quoi. Voilà. Oui, en fait, le but du bouquin, c'est pas pour faire que les gens arrêtent de fumer, c'est juste pour leur expliquer pourquoi ils fument et qu'ils en tirent les conséquences après. Racontez-nous un peu quelques, anecdotes ou de lobbying ou de manière justement d'inciter les gens à devenir primo-fumeurs. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, l'industrie du tabac, au bout du compte, s'est retrouvée avec un très gros problème à la toute fin du 19e siècle et début 20e siècle, c'est que la fabrication de cigarettes a été mécanisée.
Donc ils se sont retrouvés avec des quantités de cigarettes astronomiques dont ils savaient que faire. Donc ils ont dû inventer plein de techniques pour vendre leurs cigarettes, tout simplement. Au départ, c'était complètement ballot. Lié à une surproduction, une surproduction, voilà, fallait trouver un biais pour vendre leurs trucs. Et à partir de là, ils ont commencé à développer toutes les techniques de managing, de marketing, de lobbying et tout, qu'on connaît encore aujourd'hui. Et tout a été inventé par l'industrie de la cigarette, en particulier par un petit bonhomme qui s'appelait Edward Bernays, le neveu de Freud, qui, après la Première Guerre mondiale, a pris en main la destinée de Lucky Strike et de l'industrie du tabac en général, et qui a créé toutes ces techniques, donc on appelle ça, ces techniques de propagande, qu'on appelle la fabrique du consentement, où il a théorisé tout ça en utilisant les théories psychanalytiques de tonton Sigmund, et à partir de là, il a inventé tout ce qu'on connaît encore aujourd'hui, toutes les techniques de manipulation des consommateurs pour les faire fumer en leur disant que c'était la meilleure chose du monde. Alors, par exemple, qu'ils allaient être libres. Voilà, quels sont les... Par exemple, une campagne de publicité avec des médecins qui disaient il y a le plus grand nombre de médecins aux États-Unis fument des Lucky Strike parce que c'est la cigarette la moins irritante et en plus, elle est grillée. C'est un argument formidable. Alors, sauf que quand ils ont trouvé cet argument-là, on leur a répondu oui, mais en fait, toutes les cigarettes sont grillées. Oui, mais là, vous serez le premier à le dire. Donc, et tout a été développé comme ça. Et après, il y a eu des techniques d'approche des jeunes, parce que pour les cigarettiers, ce qui est important, c'est d'attraper les gamins avant 18 ans. Pour des raisons biologiques aussi, c'est-à-dire que le cerveau n'est pas tout à fait formé. Et si on commence à avoir une addiction à la nicotine avant 18 ans, ça va rester imprimé dans votre cerveau toute votre vie. Donc, ils ont intérêt à les choper. Donc, ils déplaçaient des représentants dans les lycées, particulièrement aux États-Unis, des représentants de l'industrie, qui expliquaient aux gamins, vous savez, fumer à votre âge, c'est pas bien, c'est réservé aux adultes, parce que vous n'êtes pas encore des adultes. Ce passage-là est très drôle, effectivement. C'est que pour les adultes, c'est comme conduire, comme l'alcool, le sexe, etc., etc. Vous, non, surtout pas, vous êtes beaucoup trop jeunes. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gamins dès qu'ils étaient sortis? Ils allaient choper une clope, ils se mettaient à fumer. Voilà. Bravo. Ça s'appelle la psychologie inversée. La psychologie inversée. Alors il faut, pour illustrer cet ensemble d'anecdotes et ces histoires, d'abord changer un peu de style graphique, être plus percutant. Comment est-ce qu'on aborde par rapport justement à la banque qu'on a vu tout à l'heure? Il faut aborder ça sous un angle moins réaliste que la banque. À l'évidence, il faut s'affranchir. En fait, dans chaque case, il n'y a que, en termes de dessin, ce qui sert le propos. Tout ce qui est superflu. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure du bouquin, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de décors, par exemple. Il faut enlever le maximum de détails. Il faut en fait dessiner moins, simplement, et en adoptant un style qui tire vers le semi-réalisme. Alors après, semi-réalisme, c'est une case dans laquelle on met un peu tout et n'importe quoi. Non, puis il faut une forte expressivité. Il faut une forte expressivité, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, voilà. Ouais. Et on m'a dit d'ailleurs assez récemment que ça pouvait faire penser à du Gottlieb par certains côtés, ce qui est assez vrai et ce qui est un héritage que je revendique tout à fait. Et puis il y a des passages qui effectivement demandent ce fameux personnage narrateur qui est totalement cynique, donc il rigole pas vraiment, enfin il a le petit sourire, mais donc le décalage se crée avec le dialogue, quoi. Les dialogues aussi ont dû être extrêmement ciselés, quoi. Les dialogues, ce qui était important, alors j'avais une quantité d'informations à faire passer qui était phénoménale, d'ailleurs j'en ai pas utilisé un quart dans le bouquin. Il y aura tome 2. Cigarette, deuxième paquet. Et ce qui était important, c'était d'arriver à faire passer les informations qu'on voulait faire passer sans trop charger, parce que sinon on se noie, et de façon toujours... Alors, j'aime pas trop le terme ludique, parce que c'est pas, on n'est pas là pour jouer non plus, mais voilà, léger, justement pour une fois de plus pas culpabiliser, pas charger la barque et tout, pour avoir une lecture quand même plaisante, tout en ayant des informations, et puis surtout en essayant de faire passer l'état d'esprit dans lequel étaient les cigarettiers et ceux qui étaient contre eux à l'époque. Parce que c'était... Tous les Cigarette Papers qui ont été rendus publics dans les années 90, c'est-à-dire toutes les archives des cigarettiers depuis les années 50, on trouve dedans des courriers d'un cynisme mais
complètement délirant. Mais c'est fou, quoi. Ils savaient tous qu'ils allaient faire crever une partie de la population, mais que ça allait leur apporter un maximum de pognon, et donc c'était formidable, et ça les faisait presque marrer, quoi. Ça me rappelle d'autres trucs, ça. C'est dingue, à mon avis, il va y avoir des bouquins oui. sur d'autres sujets. C'est clair. Mais les gens fument un petit peu moins maintenant. Alors, en Occident, oui. Oui, en c'est France. pour ça que Voilà. j'aborde ça, puisque c'est la dernière partie du livre, en fin de compte. Oui. Alors, en France, effectivement, on en a entendu parler ce matin, pas plus tard que ce matin, sur France Info, je crois qu'ils en parlaient. Il y a une baisse de 10% des fumeurs tous les 4-5 ans, à peu près, en France. Il y a quand même encore entre 12 et 16 millions de fumeurs. Il y a 12 millions de fumeurs réguliers, et puis 4-5 millions de fumeurs occasionnels, donc ce qui est encore énorme. Et le truc, c'est que ça baisse le nombre de consommateurs, mais le nombre de malades ne baisse pas. Parce que ceux qui sont malades maintenant, c'est ceux qui ont commencé à fumer il y a 20, 30 et 40 ans. Il faut dire malheureusement que ce sont des statistiques sur le territoire français. Alors, effectivement, il y a de la contrebande qu'on a du mal à comptabiliser. Et puis, moi, je sais, par exemple, dans le Nord, qui est un département pauvre, les gens, quand ils ont leur paye, ils vont en Belgique acheter des cigarettes. Et ça, on ne peut pas le mesurer, vraiment. Non, c'est difficile. Alors, après, ils ont certainement des outils statistiques leur permettant de travailler là-dessus. Alors après, effectivement, dans le monde occidental, c'est en chute et sans chute libre. Je pense même que les cigarettiers savent que la partie est perdue pour eux. Oui. Comme on devient on arrive dans un monde de plus en plus hygiéniste en plus, avec à raison dans certains domaines, particulièrement celui des cigarettes. Alors il y a 2 pays qui sont leaders dans la baisse du nombre de fumeurs, c'est l'Australie et la Norvège. Où là, en sortie de lycée, en Norvège, il n'y a plus que 2% de gamins qui fument. En France, on est encore à 15-16%, voilà. À notre époque, dans les années 80, c'était 60%. Hein. Mais en Australie, là vous citez l'exemple d'Australie, mais le paquet de cigarettes est à 30 €, un truc comme ça. C'est très cher. Il n'y a pas de marché de contrebande puisqu'il n'y a pas de pays frontalier. Voilà, les loutres ne ramènent pas de paquets de cigarettes. Et puis, il y a surtout, ils ont réussi à dénormaliser le fait de fumer. Et c'est ça qui est le plus important, c'est vraiment le combat du CNCT. Déconstruire l'image Déconstruire les images qui ont été imprimé dans notre société à travers tous les médias et toutes les pubs et les films, et même encore dans les films français, il y a toujours un nombre de fumeurs absolument incroyable, ce qui ne reflète pas la réalité. Mais bon, voilà. Et par contre, maintenant, ils se rabattent sur les marchés qu'on dit émergents, gentiment. Donc, c'est-à-dire l'Asie, l'Afrique, où là, c'est une catastrophe sanitaire qui est en train de se mettre en place. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. L'Afrique, ça fait déjà 20-25 ans que le continent est infiltré par les techniques de contrebande, de cigarettes de contrebande vendues un peu partout pour attraper les jeunes. Tout pareil, c'est toujours la même technique. Oui, ils infiltrent les populations par la contrebande. Et une fois que tout le monde est accro, ils arrivent, ils disent aux États, on va vous arranger ça. En plus, vous allez choper des taxes, ça va être super. Et donc, et là, ça va être vraiment. C'est vrai que c'est une rente pour l'État, pour certains États. Alors, c'est une rente. Il y a ça aussi, effectivement. Il y a ça aussi, mais c'est vraiment une fausse image parce que le coût. En termes de santé publique et le coût social, c'est-à-dire les frais que ça engendre en temps. Alors, c'est des gros mots, mais de productivité, de travail et tout machin, c'est 10 fois plus que ce que ça rapporte réellement. Il ne faut pas perdre ça de vue. Alors comment se fait-il qu'avec toutes ces données, finalement, le tabac soit pas interdit ? Là, c'est toujours c'est la grande force du lobbying qui a toujours réussi à mettre en avant ses intérêts et à faire pression pendant très longtemps sur des élus, sur les décideurs et sur le fait, l'impression qu'on a maintenant en 2019, oui, c'est ça. Oui. Je ne me rappelais plus. L'impression qu'on a en 2019 que le tabac est nocif et tout, c'est quelque chose de finalement très récent. Hein. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, quand on a interdit de fumer dans les cafés, les restaurants. Bien sûr. Tout le monde était quasiment vent debout contre ça, on ne comprenait pas. Ou quand on a enlevé la cigarette de Lucky Luke, c'était non mais franchement que c'est n'importe quoi. Ça, la loi E20, c'est 1991. C'est 91. C'est hier. Oui, et puis en même temps, ça fait déjà un petit peu de temps quand même. Oui, mais le temps que ça rentre dans les esprits, c'est très long. L'image du fumeur libre de fumer librement en toute liberté et qui affirme sa personnalité, c'est bien plus profondément ancré dans les esprits. Mais justement, depuis plus longtemps. À partir de quel moment on commence à avoir vraiment des réactions, des associations qui se créent contre le tabagisme
À l'ère moderne, parce que sinon, dès les années 20... C'est après la guerre 40, 39-40. Après la Seconde Guerre mondiale, dès les années 50, 60, ça a commencé rapidement. Ah oui. Alors, bizarrement, le CNCT, le Comité national de lutte contre le tabagisme, c'est une avec qui on a travaillé. Voilà, c'est ça, c'est marqué derrière. J'allais dire sur le dos, c'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez eu l'aval des... Oui, avec qui on a travaillé, qui ont réalisé le cahier à la fin du dossier à la fin du bouquin. C'est une association qui date du 19e siècle, du fin 19e siècle, qui est très, très ancienne. Mais au début, elle était créée pour des raisons d'hygiène et des raisons sociétales. Mais vous expliquez aussi qu'à un moment, quand il y a eu la guerre, on a laissé les gens fumer. Quand il y avait l'armée, on leur fournissait les cigarettes parce qu'il fallait aussi qu'ils pensent à autre chose. Oui. Mais comme aujourd'hui, on drogue les guerriers. Oui, bien sûr. Absolument, c'est le même principe. On est dans le même principe. Donc, il a fallu attendre aussi, peut-être que la société grandisse par rapport à ça. Ah oui, bien sûr. Il y a eu tout un processus assez long. Et en plus, ils ont été vraiment très très malins parce qu'ils ont su accompagner tous les mouvements sociétaux de fond, c'est-à-dire qu'ils ont profité de la Première Guerre mondiale en s'immisçant dans les troupes américaines et en apportant la cigarette en Europe. Après, ils ont suivi de près le mouvement de libération des femmes, des suffragettes et tout. Ils ont profité du truc en érigeant la cigarette en symbole de l'indépendance féministe, comme quoi les femmes pouvaient s'affirmer en fumant aussi bien que les hommes. C'est le grand fait d'armes d'Edward Bernays. Oui, c'est le grand fait d'armes d'Edward Bernays dont on parlait tout à l'heure. Donc là, ils ont juste multiplié leur vente par 2. C'est un truc fou. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le plan Marshall où des quantités de produits de première nécessité ont été amenés des États-Unis vers l'Europe pour aider au redémarrage. Et les cigarettiers ont réussi à se démerder pour que 40% des denrées alimentaires soit des cigarettes, qui est un produit de première nécessité, comme chacun sait. Absolument. Et donc là, ils se sont infiltrés partout dans toutes les sociétés européennes, et là, ça a explosé, quoi. Mais il y avait des enjeux économiques dans l'ensemble des pays. En France, il y avait la CEITA, par exemple. Ah oui, bien sûr, mais qui n'ont fait... Il a fallu vraiment démanteler la CEITA pour ensuite pouvoir passer à la phase suivante, qui est de dire fumer, c'est pas bien, quoi. Oui, non, mais même à l'époque de la CEITA, on savait que fumer, c'était pas bien. Mais la CEITA... Il y avait des enjeux économiques très, très importants. Il y a des enjeux économiques importants pour eux, pour les actionnaires de Big Tobacco. Mais la CEITA... C'était national. Oui, non, mais oui, d'accord, mais les enjeux économiques étaient importants pour eux. Et la CEITA n'a fait qu'appliquer les mêmes recettes que Big Tobacco, mais en France. Oui, mais bon, il a fallu aussi revendre, faire disparaître cette entreprise en France pour peut-être pouvoir mener une politique de salubrité publique plus importante, quoi. Oui, mais bon, c'est surtout le courage de Claude Évin qui a vraiment fait changer les choses. Hein. Et Dieu sait si on l'a eu à cracher sur la gueule à l'époque. Hein. Vous avez eu des retours par rapport à la bande dessinée qui viendrait justement de groupes, je ne sais pas. On a eu quelques réactions sur les réseaux sociaux. Voilà, qui pourraient être télécommandés. qui peuvent être télécommandés, disant racontez pas n'importe quoi sur la nicotine. En vertu de quoi on a lu n'importe quoi. Moi, j'ai lu des trucs disant la nicotine, c'est bon pour le cerveau. Il faut pas cracher dessus. À ce compte-là, on pourrait traiter les pharmaciens qui vendent des patchs nicotinés d'assassins. Et puis, quand vous mangez des fruits, des légumes, parce que donc la sur nicotine, les réseaux, il y a quand même eu... Donc il y a ça. Voilà. Il y a une partie de l'industrie de la cigarette électronique qui vend des produits nicotinés et qui se retrouvent en porte-à-faux, puisque on a un langage commun qui est celui de la lutte contre la cigarette et un langage qui n'est pas commun, puisque nous on dénonce le produit lui-même, qui est donc la nicotine, comme on l'a rappelé. Et ça gêne un peu aux entournures. Ce genre de choses. Après, pour tout le reste, le bouquin est blindé puisque tout ce qui est dedans est vérifié, validé par le CNCT qui a tout relu, et donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis en plus de ça, alors effectivement, les cigarettiers ont des techniques de défense juridique, de rhétorique et de marketing et de communication tellement avancées qu'ils savent très bien que dézinguer le bouquin, il n'y a pas de mauvais buzz, quoi. Ouais, bien sûr. Bon. Ça n'existe pas, ça profiterait qu'au bouquin. Donc franchement, on n'est pas inquiet de ce côté-là. Non, ce qui nous intéressait, et c'est là aussi qu'on s'est décidé avec les éditeurs chez Dargaud, c'est que ce sujet-là, finalement, n'avait jamais été traité de façon
on va dire, exhaustive et populaire. Eh oui, oui. Voilà, il y avait eu des bouquins, alors soit se concentrant sur le lobbying, enfin les aspects lobbying, marketing et tout, soit des bouquins vraiment universitaires et exhaustifs et tout. Je crois qu'il y a juste eu un assez vieux bouquin qui datait du début des années 2000, qui était sorti du professeur Gérard Dubois, dont je me suis servi d'ailleurs, qui m'a servi aussi. Mais depuis, il n'y avait rien eu de vulgarisateur et de populaire pour accéder, pour pouvoir lire, pour avoir à toutes ces informations qui nous arrivaient. Ouais, ça, c'est l'idée. Oui. Vous le vendez en pharmacie? J'avais proposé de mettre une campagne d'affiches dans les tabacs, mais c'était pas une bonne idée. Ou qu'il soit remboursé par la Sécu. Oui, voilà, avec un remboursement. Ouais, voilà. Les BD thématiques parfois se vendent dans les magasins. Oui. On pourrait imaginer alors effectivement ça, pourrait trouver sa place. Oui, alors ça après, ça tient au marché du livre en France qui est catégorisé. On pourrait sortir de la case bande dessinée. Complètement. Bien sûr. Ouais. Faut être dans les essais. Sauf que, comme tu le sais, les livres sont référencés. Et bon, voilà, c'est compliqué. Voilà, mais j'ai lu dans 2-3 chroniques des chroniqueurs qui disaient que ce bouquin devrait être présent dans tous les lycées, dans tous les collèges. Ah oui, on me l'a dit. Des enseignants qui viennent en dédicace et qui disent ça. Ouais. Dargaud peut s'arranger avec le ministère de l'Éducation nationale pour ça. Il n'y a pas de problème. Hein le ministère de la Santé. Oui, mais d'ailleurs... on est là pour donner des idées, nous. Oui, nous... C'est pas la première fois. Non, et d'ailleurs, on a... Moi, je le garde sur ma table de chevet. Quand t'as envie de fumer, t'en lis une page. Voilà. Moi, j'ai vu un médecin qui signait le bouquin et qui dit, moi, je l'achète, pas pour moi, mais parce que je vais le mettre sur la table dans ma salle d'attente pour les gens. Je pense qu'il va se le faire franchement, ça en Twitter, mais bon, surtout s'il est dédicacé. Bon, bah écoutez, très bien. Voilà. Alors, oui. Il nous reste encore un tout petit peu de temps, mais je voulais parler de 2 albums. Vas-y. Même parce qu'on avait parlé... si on a du temps, j'en présenterai. Écoute, on avait parlé de l'expo de François Bouc au musée de la franc-maçonnerie. Absolument. D'ailleurs, il y a un reportage sur le YouTube. Que les gens peuvent revoir, mais je peux vous montrer quand même le livre, le petit catalogue qui a été fait par les éditions I. Ça, c'est... exceptionnel quand même. De toute façon, François Bouc est un des maîtres de la bande dessinée. Voilà. Alors on retrouve les analyses d'images de François. D'accord. Avec toutes ces constructions, voilà, la notion de géométrie sacrée. Donc aux éditions I, et c'est le catalogue de l'expo. Excellent. Et puis allez, tiens. Moi, je me le garde. Oui. Ça, je voulais en parler aussi. C'est pas le même genre. Non, c'est pas le même genre, mais on parle de cœur. Alors finalement, on peut faire le lien. C'est les bikers du cœur. Oui, bien sûr. Qui nous a envoyé ce bel album. Voilà. Ça, c'est superbe. Donc vous pouvez y aller. Il y a 80 dessinateurs et dessinatrices. Voilà, alors c'est un collectif de dessins, de petites histoires. Voilà. Donc pour ça, les enfants à malades. Découvrir pour les enfants malades. Édition 1 point, c'est tout. De quoi voulais-tu parler? Voilà, tiens, je voulais citer justement de notre ami Pierre Boisserie avec Eric Stallner de la Saint-Barthélemy. 3 tomes, mais surtout une très très belle intégrale aux éditions Les Arènes. Et puis un incontournable en cette période du mois de juin, les cahiers d'Esther. Avant les grandes vacances. Avant les grandes vacances, avant le prochain Arabe du futur. Il continue à squatter les meilleures ventes. Alors Esther a 13 ans, elle devient adolescente, elle commence à avoir des petits problèmes existentiels. Bon voilà, on retrouve toute la magie des petits gags en une planche et puis du talent de Riyad Satouf. Vous avez vu Riyad Satouf ? C'est le 5e. Oui, absolument. Bon, vous avez des enfants ? Oui. Bon, voilà. Mais oui, alors le mien, ça va peut-être pas trop lui parler, mais... Alors, écoute Laurent, oui, on en aura d'autres plus tard. Voilà, on revient la semaine prochaine à Bulle en Tête, de toute façon, qui est une des librairies du réseau Canal BD. Merci à vous deux d'être venus nous présenter ce dossier. Et d'ici là, abstinence. Ah bah oui, non mais je le mets à côté de moi et voilà, je vais le relire. De cigarettes, bien sûr. Oui, non. On se retrouve la semaine prochaine, toujours à Bulle en Tête. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les box, sur Watch, et puis sur le site de BD Zoom et sur le site de trait-pour-trait-bd.fr. Allez, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'invitation.